le Data-Centric AI. Donc c'est un terme qui a été inventé par Andrew Ng, et donc il y a maintenant 2 ans, il en est venu à la conclusion que aujourd'hui, le meilleur moyen de construire des modèles performants sur un use case donné, c'était plus de travailler sur le code, mais c'était de travailler sur la donnée. Pour donner un exemple, sur la détection de défauts, il a fait travailler pendant plusieurs semaines des data scientists sur le code, et les améliorations de performance étaient marginales, de l'ordre du %. Alors qu'en travaillant sur la donnée, il arrivait à améliorer les performances du modèle de l'ordre de 10%. Et pour un effort, une technicité moindre. Donc on travaille sur la donnée, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un PhD en computer science ou en mathématiques appliquées. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Édouard Archambault, ingénieur en machine learning. Il a passé 10 ans en banque et en fonds, notamment créé et dirigé le lab de la BNP entre 2015 et 2018. Il crée ensuite en 2018 Kili Technology avec François-Xavier Leduc. Kili Technology est un logiciel d'annotation de données. C'est une startup qui a levé un site de 7 millions d'euros en 2020, puis une série A de 25 millions d'euros en 2021. Aujourd'hui, ils ont des centaines de clients, de Fortune 500 et startups partout dans le monde, et une soixantaine d'employés entre l'Europe et les États-Unis. Bonjour Édouard. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors Édouard, est-ce que tu peux nous parler de Kili Technology ? Qu'est-ce que vous faites ? Décrire un peu ce que vous faites. Volontiers. Donc chez Kili Technology, on offre à nos clients une plateforme qui leur permet de labelliser ou d'annoter la donnée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'IA sans data, sans données. L'intelligence artificielle, c'est 3 choses. C'est du code, qu'on trouve souvent en open source sur Internet. C'est de la puissance de calcul, qui n'est plus vraiment un bottleneck. On trouve énormément de puissance de calcul dans les solutions des différents cloud providers. Et puis, c'est de la donnée d'apprentissage. Et cette donnée d'apprentissage, elle doit être construite pour chaque cas d'utilisation des modèles. C'est quelque chose qui est long, qui est fastidieux. Pour vous en donner une représentation, il y a quelques années, sur Facebook, on pouvait taguer nos amis. Donc, on plaçait un rectangle autour de leur visage. Et ce faisant, vous étiez en train de labelliser, donc de créer une base de données pour apprendre les modèles Facebook. Et donc, nous, on offre une plateforme qui permet de faire ça sur une grande variété de données. D'accord, donc c'est une plateforme, une application web que les labellisateurs vont manipuler depuis un ordinateur ordinaire. Exactement. C'est une application web qui est disponible en SaaS, mais aussi on-premise. Donc, les clients qui ont besoin de pas devoir sortir la donnée de leur propre infrastructure peuvent utiliser, et qui équipe aujourd'hui à peu près la moitié des entreprises du CAC 40, beaucoup de startups dans différents domaines, que ce soit de la santé, pour par exemple détecter les cellules cancéreuses, détecter des fractures, dans le luxe, pour reconnaître des sacs à main sur des images, dans la défense, dans la surveillance, pour l'analyse d'images satellitaires, dans l'assurance, dans la banque, pour processer des documents. Alors, annoter des données, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si on peut prendre des exemples assez variés de qu'est-ce que ça veut dire annoter des données ? Donc, annoter des données, ça veut dire marquer sur du texte, de l'image ou de la vidéo des informations. Un exemple très concret, vous voulez automatiser les réponses email à votre service client. Vous allez vouloir, par exemple, automatiquement classer les mails de vos clients. Et donc, pour ce faire, vous allez charger dans Kili des mails. Et une équipe d'annotateurs, donc une équipe d'humains, va lire les mails un à un et va leur assigner un tag. Plainte pour tel sujet, demande de réinitialisation du mot de passe, etc. Et en bout de chaîne, en fin de projet, au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, vous allez pouvoir extraire la donnée qui est annotée. Donc d'un côté les mails, de l'autre côté les catégories qui ont été attribuées aux mails, et utiliser cette information-là pour entraîner un modèle. Et donc l'annotation, c'est la création à la main de l'output, donc de la réponse attendue par le modèle. Un petit peu comme quand vous étiez petit, sur les genoux de vos parents, vous regardiez un livre d'images, et puis vos parents vous disaient « ça c'est une voiture, ça c'est un avion, ça c'est une moto ». Et donc ce qu'on fait quand on fait l'annotation, on fait exactement la même chose avec de l'IA. Ok, et alors c'est quoi les points de douleur, pour parler français, dans le monde de l'annotation ? L'annotation, c'est le sujet pas du tout sexy du machine learning, mais qui représente 70% du coût d'un projet. Alors pourquoi c'est pas sexy ? Parce que c'est manuel,
Donc l'annotation, par définition, c'est des gens qui doivent regarder des documents, des images, des vidéos et faire un travail à la main. Et c'est répétitif. Donc c'est long, c'est fastidieux, ça coûte cher et c'est erreur-prone. Donc ça veut dire, à force de répétition, on a tendance à faire des erreurs. Ouais. Et donc, c'est une vraie pain. Ça représente 70% du temps et souvent du coût d'un projet de machine learning. Ouais. Et donc, on a besoin de pouvoir s'équiper d'outils qui aident à le faire de manière plus efficace et de manière plus sécurisée pour éviter de faire des erreurs. Et alors, comment est-ce qu'on résout ces problèmes-là ? La productivité, il y a énormément de moyens de l'adresser, que ce soit au niveau de l'interface ou en proposant des modèles qui aident les annotateurs à faire leur travail. Et la qualité, donc, est le deuxième grand enjeu. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que le machine learning, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire que vous entraînez un modèle sur de la mauvaise donnée, vous allez avoir de mauvais résultats. Et pour vous donner un exemple, 10% d'erreurs d'annotation, ça va avoir un impact de l'ordre de 5% sur la performance de votre modèle. Et ça va nécessiter de doubler la quantité de données à annoter. Pour compenser, pour avoir un modèle de même qualité avec 10% d'erreurs, il va falloir avoir 2 fois plus de données que si on n'avait pas d'erreurs. Exactement. Et donc la qualité est extrêmement importante quand on exécute un projet d'annotation. Et donc il y a un vrai trade-off, un vrai compromis à trouver, et c'est notre métier, entre la vitesse d'exécution du projet et la qualité de l'annotation. Et pour ça, il y a énormément de stratégies qui existent. Je peux vous donner un exemple, et on pourra en reparler peut-être en détail un peu plus tard. Un exemple pour contrôler la qualité de l'annotation, c'est sur un certain nombre d'images qu'on annote, les faire annoter par 2 personnes différentes et de comparer. Ouais. De calculer un consensus, de regarder si les gens sont d'accord. Et c'est vrai pour tous les sujets. Ça peut être vrai pour annoter des feux rouges en masse, comme ça peut être vrai pour annoter des radios médicales. Donc j'ai 10 000 images à faire annoter, j'ai 2 personnes qui vont les annoter. Là, l'idée, c'est de dire qu'il y en a un petit ensemble qui vont être annotés par les 2. Exactement, voilà. Et qui permet de calculer une métrique, le consensus, qui vous donnera un proxy, une idée de si vos annotateurs sont d'accord ou pas. Et vous pouvez le faire donc avec 2, 3, 4, 5 annotateurs. Et ça vous permettra d'avoir une idée de la fiabilité des annotateurs. Si l'un d'eux travaille moins bien et qu'il a besoin d'un peu plus de formation, etc. Ok. J'imagine on commence par là, peut-être, dans le protocole. Exactement. Donc les projets, un projet d'annotation, c'est pas un projet comme un autre, c'est un projet qui doit être exécuté de manière extrêmement agile. La première personne qui doit annoter, c'est l'ingénieur machine learning. Okay. Pourquoi ? Parce que il a besoin de pouvoir comprendre la donnée qu'il cherche à modéliser, de faire lui-même la tâche d'annotation, de voir si la tâche est faisable ou pas, de se créer une intuition si elle sera faisable ou pas par un modèle. Il a besoin de pouvoir aussi valider que le plan d'annotation, l'ontologie d'annotation, par exemple les catégories de mails qu'il cherche à assigner, couvrent tous les cas ou pas. Ouais. Et puis, donc, une fois qu'il a fait ça, on va commencer par faire annoter quelques personnes, plutôt expertes, donc plutôt des personnes seniors, qui vont annoter 50, 100 documents. Expertes pas en machine learning ce coup-ci, mais dans le domaine de la tâche qu'on veut résoudre avec du machine learning. Exactement, ouais. Dans notre jargon, on appelle ça des subject matter experts. Oui. Donc des experts métiers qui peuvent être les médecins sur un use case médical, des avocats sur un use case legal, des banquiers, des experts en compliance, des gens du support sur leurs différents métiers. Donc on va les faire annoter pour construire un premier ensemble de vérités, souvent avec des métriques de qualité, donc par exemple de consensus de l'ordre de 100%, être certain de la qualité. Et puis petit à petit, donc on va leur faire ça sur quelques batchs, 50, 100 documents, puis encore 100 documents, voilà. Et puis ensuite, on va commencer pour accélérer le projet, à embarquer d'autres annotateurs qui peuvent être des gens un peu moins experts, mais qui vont être formés à l'aide d'instructions qu'on va leur fournir. Et donc on va tester la bonne maîtrise de la tâche sur la donnée qui a déjà été annotée par les experts. Et une fois qu'ils sont suffisamment bons, on va pouvoir les faire annoter. Et au fur et à mesure du déroulement du projet, quand ils maîtrisent parfaitement la tâche, on va pouvoir relâcher les contraintes de calcul de consensus et de vérification de leur propre annotation. Les phases d'annotation, est-ce qu'elles sont avant les phases de recherche algorithmique, entraînement, etc. Ou est-ce qu'il y a un overlap ? Comment ça se passe ? Donc il y a un overlap. Historiquement, il n'y en avait pas. Historiquement, les équipes avaient tendance à d'abord annoter, puis ensuite travailler sur le modèle, de manière séquentielle. La bonne pratique aujourd'hui, c'est de faire ça de manière concurrente, inspirée de l'agile. Donc la révolution de l'agile, dans les années 2000, sous l'influence de Martin Fowler, ça a été de rendre les opérations de développement
donc le travail des développeurs, le travail des gens qui testent le logiciel, et le testing par les utilisateurs aussi, concurrentes, de manière à créer plus d'interactions entre ces gens-là et à développer sur des boucles très serrées. Aujourd'hui, on applique ces recettes-là également au machine learning. C'est encouragé par la tendance qu'on appelle le data-centric AI et qui consiste à annoter par petites touches, donc annoter un premier batch de données, entraîner un premier modèle, vérifier les performances du modèle, voir où le modèle est bon ou le modèle n'est pas bon, identifier là où il n'est pas bon, les failure modes du modèle, et construire à partir de là un nouveau batch de données à annoter pour mieux couvrir les scénarios sur lesquels le modèle se trompe. Donc par exemple, je cherche à annoter des scènes pour un véhicule autonome. Je vais me rendre compte que mon modèle n'est pas bon pour détecter des piétons la nuit à 50 mètres et pour gérer les entrées et sorties des tunnels, les variations de luminosité. Je vais construire mon prochain batch d'annotation en allant spécifiquement chercher ces scènes-là dans la donnée que j'ai à disposition. Ok. Quand tu dis concurrente, qu'est-ce que tu entends exactement par là ? Quand je dis concurrente, donc un travail en concurrence entre la création de la donnée et l'entraînement du modèle, je trouve ça un anglicisme, c'est de manière parallèle. Donc on va de manière cyclique, avec des petites itérations, faire l'un puis l'autre. Et l'un est dans l'autre. Donc on note un petit peu de données, ça permet d'entraîner une nouvelle version du modèle et de comprendre ses résultats. Et puis on peut utiliser ce modèle-là pour également aider les annotateurs en pré-annotant une partie de la donnée, pour créer une première version des annotations. D'accord. Donc éventuellement, peut-être même que l'annotateur n'aura qu'à valider la deuxième passe une fois que le modèle a Exactement. La première chose à bien comprendre, c'est que le travail d'annotation, c'est important qu'il soit essentiellement manuel. S'il pouvait être complètement automatisé, on n'aurait pas besoin d'annoter. S'il est complètement automatisable, ça veut dire que le modèle sait déjà faire la tâche. Ceci étant dit, comment peut-on utiliser au mieux les modèles pour faciliter le travail des annotateurs ? À la fois pour qu'ils soient plus rapides et aussi pour qu'ils ne se trompent pas. Et donc pour ça, il y a plusieurs stratégies. Généralement, ce qu'on essaye de faire en début de projet d'annotation, c'est de réutiliser toute la matière qu'on peut avoir a priori pour pré-annoter. Par exemple, vous voulez identifier des noms de produits mentionnés dans des documents, des mails, des contrats. Vous allez pouvoir utiliser des référentiels, des dictionnaires, des listes de produits qui existent en interne, que vous pouvez aller chercher dans des bases de données. Et vous allez avec ça construire une fonction, une règle, un petit bout de code qui va aller chercher toutes les occurrences de ces noms de produits dans les documents texte et les prénoter. Vous pouvez aussi faire ça avec des expressions régulières. Et aujourd'hui, vous pouvez aussi faire ça avec des LLM, donc des Large Language Models, où vous allez écrire un prompt qui va vous permettre de construire from scratch une première version d'annotation. Ensuite, vous allez souvent avoir une phase manuelle qui va consister, dans les cas où vous avez la chance de pouvoir avoir une première prénotation validée ou corrigée. Et ensuite, quand vous avez suffisamment de données, et c'est souvent en fin de projet, vous allez pouvoir commencer à entraîner un modèle pour préannoter les 20 derniers pourcents du projet. Et si vous le faites trop tôt, le risque, c'est de créer plus de bruit qu'autre chose et de créer plus de confusion qu'autre chose pour vos annotateurs. Plus de biais qu'autre chose dans leur façon d'annoter. Qui sont les clients quels sont les types de clients, on va dire, de Kili Technologies ? On a deux grandes populations de clients. On a d'un côté ce qu'on appelle dans notre jargon les labeling service providers. Donc ce sont ces entreprises qui fournissent de la main-d'œuvre pour annoter. Donc souvent ce sont des entreprises qui sont situées dans des pays où les coûts sont plus bas, par exemple aux Philippines, en Inde, à Madagascar pour le français, et dont le métier c'est de fournir des experts dans les différents domaines, la santé, donc on va pouvoir trouver des internes, le legal, la finance, etc. Et qui vont vendre du service d'annotation. Donc ce sont des entreprises auxquelles vous donnez un dataset, des instructions qui décrivent la façon d'annoter, et ils vous renvoient le dataset annoté. Et donc nous, on va être la plateforme sur laquelle ces entreprises-là vont travailler. Donc ça, c'est la première grande population. Et la deuxième, ce sont les équipes de machine learning elles-mêmes qui vont vouloir maîtriser le déroulement du projet d'annotation. L'intérêt étant pour elles que l'annotation se fasse sur une plateforme à laquelle ils ont accès et à laquelle ils puissent notamment brancher leur propre modèle pour aider les annotateurs, donc réduire le coût du projet d'annotation, sur laquelle ils puissent également vérifier eux-mêmes très tôt dans le projet la qualité des annotations. Donc pour pas avoir cet effet boîte noire dans lequel vous confiez un jeu de données annotées, vous le récupérez en fin d'annotation, mais peut-être que l'instruction a été mal comprise et que c'était à refaire. Ouais. Tu parles de philosophie data-centric. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui, volontiers.
Le data-centric AI, donc c'est un terme qui a été inventé par Andrew Ng, qui est une des personnes les plus connues du monde du machine learning, qui a monté le cours de machine learning à Stanford. Ouais. Il a introduit le deep learning chez Google. Et donc, il y a maintenant 2 ans, il en est venu à la conclusion que aujourd'hui, le meilleur moyen de construire des modèles performants sur un use case donné, c'était plus de travailler sur le code, mais c'était de travailler sur la donnée. Pour donner un exemple, sur la détection de défauts, il a fait travailler pendant plusieurs semaines des data scientists sur le code, et les améliorations de performance étaient marginales, de l'ordre du %, alors qu'en travaillant sur la donnée, il arrivait à améliorer les performances du modèle de l'ordre de 10%. Et pour un effort, une technicité moindre. Donc on travaille sur la donnée, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un PhD en computer science ou en mathématiques appliquées. Et donc ça, c'est le mouvement du data-centric AI. Et après, on peut se poser la question de, ok, mais ça veut dire quoi avoir un bon dataset? Et donc le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, grâce au progrès du deep learning, craquer un sujet de modélisation, un sujet de machine learning, ça revient à avoir suffisamment de données en quantité, en qualité et en diversité. Et donc tout l'enjeu du data-centric AI, c'est de savoir comment contrôler la qualité de la donnée, enfin, ce que veut dire avoir de la donnée de qualité, ce que veut dire avoir de la donnée diverse et ce que veut dire avoir suffisamment de données. Et donc nous, notre métier là-dedans, c'est de fournir à travers la notation cette plateforme qui permet de construire ce dataset parfait. Et alors comment on fait pour avoir la qualité et la diversité ? Alors, c'est une bonne question. Donc la qualité, comment est-ce qu'on la définit ? La qualité, c'est d'abord et avant tout avoir des annotations qui soient consistantes. Sur un projet d'annotation, on l'a vu, il n'y a pas une personne qui travaille, mais c'est une équipe. Des équipes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines, parfois centaines de personnes. Et chacun va avoir une manière un peu à lui d'annoter, de comprendre les instructions. Donc par exemple, vous devez mettre des rectangles pour entourer des piétons ou des fractures. Comment est-ce que vous la placez ? Est-ce que vous laissez une marge autour du rectangle, de la bounding box ? Est-ce que vous la centrez toujours ? Même sur des cas beaucoup plus triviaux, si on vous demande d'entourer des piétons, est-ce que vous faites un rectangle autour de chaque piéton ou un rectangle autour de tous les piétons ? Et donc ça, c'est des choses qui, si les gens sont pas parfaitement alignés entre eux, ça va créer de la confusion pour le modèle et ça va détériorer la performance. Et donc, comment on fait ? La première chose, c'est de fournir des instructions qui soient claires aux annotateurs. Et des instructions claires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois décrire la tâche précisément et puis montrer des edge cases, donc des cas au bord, des cas compliqués, sur lesquels c'est pas si simple. Par exemple, si on a un piéton qui sort de l'image, enfin qui est vraiment au bord de l'image, est-ce qu'on la note, est-ce qu'on la note pas ? Si on a un bout de piéton qui sort de derrière un arbre, est-ce qu'on la note, est-ce qu'on la note pas ? Etc. Donc c'est une première stratégie. Il y en a plein d'autres, on pourra en parler après. Et ça, c'est pour la qualité, enfin vraiment la consistance de la donnée et la diversité, qui est le deuxième grand sujet. Donc c'est quoi ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Un modèle a une capacité à généraliser, mais qui est limitée. Et donc, il faut être certain, quand on construit sa donnée d'entraînement, qu'elle couvre suffisamment les différents cas, les différents scénarios que le modèle va rencontrer en production. Donc par exemple, est-ce que votre modèle doit couvrir la détection de personnes la nuit ? Est-ce que le modèle doit couvrir la conduite à droite, la conduite à gauche, etc. Et donc, le jeu, c'est d'identifier ces scénarios-là, et puis, pour chacun d'entre eux, de s'assurer qu'on a suffisamment de données d'apprentissage. Et donc, il y a des stratégies, notamment, par exemple, autour de l'active learning, pour se concentrer uniquement sur la donnée qui a de la valeur ajoutée à être annotée. Donc, par exemple, à l'API de Kili, vous pouvez brancher un modèle d'active learning qui vous permet de prioriser la donnée qui a de la valeur. Et ça a un vrai intérêt aussi financier, économique, parce qu'on estime que dans les datasets d'entraînement, il y a à peu près 40% de la donnée qui ne sert à rien. Donc il y a un vrai enjeu à être capable d'identifier la bonne donnée annotée. Et par ailleurs, sur la consistance, on estime que dans les datasets académiques les plus connus, donc MNIST, ImageNet, etc., il y a à peu près 3% d'erreurs. C'est énorme. Donc même si ce sont des datasets qui existent depuis 20, 30 ans pour certains, qui ont été cités des milliers de fois, utilisés par des dizaines de milliers de personnes, il y a toujours des erreurs. Donc il y a un vrai enjeu à la fois sur la qualité, sur la consistance et sur la diversité de la donnée.
Du coup, en fait, si je comprends bien, vous essayez sur certaines images de prédire en gros est-ce que le modèle va être confus ou pas, quoi. C'est un peu comme regarder le score de confiance de la prédiction du modèle et puis se dire on va commencer par annoter celle sur laquelle la confiance est basse. Nous, notre tout premier métier, c'est de faire en sorte de créer des vérités dont on soit absolument sûr sur les documents qui sont notés, sur les images, sur les vidéos. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Pour plein de sujets, la vérité n'est pas forcément simple. Des experts médicaux sont pas forcément d'accord. Des personnes comme toi et moi sont pas forcément d'accord sur les parties d'une vidéo YouTube ou d'un podcast qui sont les plus intéressantes ou les moins intéressantes. Et c'est des choses qui doivent être annotées pour, par exemple, améliorer les algorithmes de recommandation ou génératifs. Et donc nous, notre métier, c'est de faire en sorte de pouvoir, dans la plateforme, créer ce consensus, enfin ces vérités, de la manière la plus précise possible, donc sans ambiguïté, et de la manière la plus rapide possible. Alors comment vous vous différenciez de vos concurrents ? Alors, comment on se différencie de nos concurrents ? Alors, il y a 5 ans, quand on a créé Kili, il n'y avait quasiment aucune solution. Maintenant, on a quelques concurrents, un petit peu plus. Et Kili, c'est sur G2, c'est la meilleure plateforme d'annotation. C'est la mieux notée, la plus notée aussi d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui la différencie ? La première chose, c'est c'est le Google Docs de l'annotation. Donc elle est extrêmement facile à utiliser, extrêmement collaborative. Et donc ça, c'est super important parce que c'est une façon de réduire les erreurs et en améliorant l'accessibilité de la plateforme. La deuxième chose qui la différencie, c'est qu'elle couvre énormément de types de données. Donc tout l'univers du texte, tout l'univers de l'image, tout l'univers de la vidéo. La troisième chose, c'est son API. Donc elle a une API qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement souple. Tout ce que vous pouvez faire dans l'interface, vous pouvez le faire dans l'API. Vous pouvez brancher énormément de modèles, tous les modèles que vous voulez, de préannotation, d'active learning. Donc ça, c'est génial en tant que machine learning engineer. La troisième chose, c'est que c'est une plateforme qui est faite pour faire de la qualité. Donc notre tagline, c'est Kili, c'est la plateforme pour faire de la high quality data. Parce que c'est ce qui permet d'avoir des modèles qui soient fiables. Et la fiabilité, quand on fait du machine learning, c'est ce qui est le plus important. Et donc ça, on le fait avec différentes choses. On a 3 lignes de défense qui permettent de construire de la donnée de qualité. La première, c'est un processus de review. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est comme quand vous codez, il y a des développeurs et il y a des reviewers. Donc il y a des gens qui construisent des tags et ensuite il y a des gens qui relisent les tags, les annotations qui ont été créées par d'autres, qui les valident ou qui marquent éventuellement les problèmes et renvoient l'annotation. C'est sa première ligne de défense. La deuxième, c'est des métriques. Tout à l'heure, on parlait du consensus. Il y en a d'autres, comme par exemple Honeypot, qui consiste à comparer une annotation faite par un annotateur à une vérité déjà créée auparavant. Et on peut voir ces métriques-là sur différents dashboards qui permettent de comprendre où sont les erreurs. Donc par exemple, le consensus classe par classe. Et donc regarder les objets qui sont plus difficiles à noter, par exemple, plus confusants. Et la troisième ligne de défense, c'est ce qu'on appelle le programmatic QA, donc qui consiste à pouvoir créer des règles métiers sous forme de plugins directement dans l'outil et qui vont valider les propriétés d'annotation créées par les navigateurs. Alors je vais vous donner un exemple. Vous annotez des piétons, donc après ils sont plutôt debout, avec des rectangles. Normalement, les rectangles doivent être plus hauts que larges, sauf cas particulier. Et donc vous pouvez implémenter ça dans une règle et quand elle n'est pas validée, demander une double vérification. Un autre exemple, c'est dans le médical, on a 30 dedans. Si l'annotateur en met 33, il y a une alerte une double vérification à faire. Ouais. Alors quels sont les principaux verrous et obstacles que vous avez rencontrés et que vous avez surmontés pour en arriver là ? Alors, la chaîne de valeur de la notation, enfin la pyramide de Maslow, la base de la pyramide de Maslow, alors c'est d'avoir une application qui soit extrêmement stable, extrêmement rapide. Donc ça, c'est le premier enjeu quand on fait la notation, quoi. Et les gens qui annotent, c'est leur métier. Donc ils arrivent le matin à 7h, ils partent le soir à 17h, et entre les deux, ils annotent. Donc si la plateforme est down, ne serait-ce que quelques minutes, ils le ressentent immédiatement. Contrairement par exemple à un site de e-commerce où la personne peut revenir un peu plus tard. La deuxième chose, c'est que les annotateurs travaillent de manière continue, et donc 1000 annotateurs sur la plateforme, c'est l'équivalent de 1 million d'utilisateurs d'une plateforme e-commerce. Donc c'est extrêmement demanding en termes de performance, de stabilité. Le deuxième sujet, c'est les interfaces, les UX. Donc une plateforme d'annotation, c'est conçu pour faciliter l'interaction entre l'homme et la donnée. Ça va pouvoir permettre de visualiser la donnée, de naviguer dedans, donc d'afficher du PDF,
mais d'afficher pas n'importe quel type de PDF, des PDF d'une page, des PDF de 300 pages dans le browser, des images, mais des images microscopiques, des images énormes, satellitaires, d'être capable de gérer du tuilage comme sur Google Maps, d'afficher de la vidéo de quelques frames, mais de la vidéo de milliers et milliers de frames, tout ça dans le browser, et puis de pouvoir interagir avec. Donc de pouvoir dessiner une bounding box, un rectangle, ou des milliers et des milliers sur des milliers et des milliers de frames. Donc c'est extrêmement difficile. Ensuite, l'annotation, c'est un sujet qui n'existait pas il y a quelques années, et donc sur lequel il y a énormément d'opportunités d'innover. Par exemple, le framework que je décrivais avec 3 lignes de défense, donc la review, le fait d'avoir des métriques, le programmatic QA, c'est des choses qui n'existaient pas, qu'on a construit en collectant des bonnes pratiques, en construisant nous-mêmes au cours des projets d'annotation. Et donc, c'est la troisième chose qui était difficile, c'est le fait d'arriver à formaliser la meilleure approche pour aider nos clients à créer de la donnée de qualité le plus rapidement possible. Alors, sur 5 ans de Kili Technologies, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait autrement, si c'est à refaire ? Je regrette rien parce que à chaque étape, on prend toujours les décisions avec les informations qu'on a. On peut toujours, en regardant en arrière, se dire on a fait choses différemment, mais ce que j'aurais peut-être fait différemment, c'est faire plus de marketing dès le début, donc de manière très, très pragmatique. On a construit une boîte, au début en tout cas, assez française, donc avec un produit excellent et peu de marketing finalement. Alors ça a beaucoup changé ces derniers mois et c'est devenu top. Mais a posteriori, j'aurais commencé par autant de produits que de marketing. Parce que je pense qu'en France, on a souvent tendance à avoir un prisme d'ingénieur où on doit avoir un bon produit et où on passe moins de temps à le mettre en valeur. Et au contraire, de quoi est-ce que tu es super satisfait Quels ont été les meilleurs moments dans ces 5 années ? Il y a eu plein de bons moments. Chaque succès client, c'est un bon moment. Chaque fois qu'on peut aider sur un projet très concret nos clients, c'est des super moments. Une de mes fiertés et joies, c'est l'équipe qu'on a pu construire, de gens passionnés, excellents techniquement dans leur domaine. Donc on a démarré l'entreprise en 2018. Entre les deux, on a eu le Covid. Donc on a commencé à travailler à distance à une époque. Ça nous a obligés à changer un petit peu notre façon de travailler, avec plus de remote, avec des off-site, des moments où on se retrouve 4 fois dans l'année, soit toute l'entreprise, soit par équipe. Et ça nous permet de vivre des super moments ensemble. On a, par exemple, descendu une partie de la Loire en canoë-kayak. On a dormi dans des yurts, etc. Et donc, c'est aussi des très bons moments passés ensemble. Et ça, c'est une vraie joie. Qu'est-ce que vous devez réexpliquer à chaque client aujourd'hui qui ne sera plus comme ça dans 10 ans pour toi ? Alors, ce qu'on devait expliquer énormément au début, c'était la valeur de la donnée. Donc, à la fois que la performance d'un modèle vient de la qualité de la donnée. Un modèle, c'est garbage in, garbage out. Sans data, il n'y a pas d'IA. Ça, c'est quelque chose qu'on devait énormément expliquer au début, qu'on doit expliquer un petit peu moins, parce que les équipes commencent à comprendre que la notation, c'est une étape indispensable sur le projet de machine learning. Alors aujourd'hui, les enjeux, c'est d'expliquer l'importance de la qualité de la donnée. Il ne suffit pas d'annoter, il suffit d'annoter bien. Et si on n'annote pas proprement, ça impose d'annoter plus de données. C'est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu à continuer d'expliquer la valeur de la donnée dans le contexte des modèles de fondation. Donc des GPT, ChatGPT, Segment Anything Model, SAM, que Meta a sorti il y a un peu plus d'une semaine. Donc ce sont des modèles qui permettent d'avoir des résultats rapides sur une grande variété de use cases, mais qui ne permettent pas d'avoir de garantie de consistance et d'accuracy des résultats. Et donc c'est extrêmement important, c'est plus important que jamais, de fine-tuner ces modèles-là, donc de créer des données d'apprentissage, à la fois qui servent à évaluer leur performance et qui servent aussi à les spécialiser. Quel conseil tu as pour quelqu'un qui démarre un projet et doit labelliser de la donnée, indépendamment de l'outil utilisé ? Donc le succès d'un projet d'annotation dépend fortement de la méthode utilisée. Donc un projet d'annotation, c'est comme tout projet, il y a une bonne façon de le faire, en ayant des métriques de succès, une méthode, etc. Et en particulier pour un projet d'annotation, il y a des phases à respecter. Des prérequis au début, d'avoir de la donnée, qu'un ingénieur en machine learning passe du temps à lui-même annoter pour raffiner son ontologie, pour raffiner ses instructions qui vont servir à former les annotateurs, avoir une idée claire de la qualité attendue. Qu'est-ce qu'une bonne bounding box ? Qu'est-ce qu'une bounding box qui n'est pas bien placée en termes de marge, en termes de taille, etc. Quel est le process de qualité que vous voulez utiliser ?
Il faut faire de la review, donc il faut à la fois annoter et puis avoir des gens qui vérifient les annotations. Sur quel pourcentage? Est-ce que vous le faites sur 10%, sur 20%? Ce qu'on conseille au début, c'est de commencer par un pourcentage élevé, parfois 100%, et puis de réduire petit à petit. Quelles sont les métriques que vous utilisez? Est-ce que vous mettez en place du consensus? Sur quel pourcentage du dataset? Avec combien de personnes? Est-ce qu'il y a des règles de vérification de la qualité des annotations qui peuvent être mises en place? On parlait de compter les dents, on peut faire plein d'autres choses. Est-ce qu'on utilise du machine learning pour aider à la notation? Quand est-ce qu'on le fait? C'est mieux de ne pas le faire trop tôt dans le projet, pour ne pas biaiser. Comment est-ce qu'on découpe le dataset en batch? Donc on conseille pas du tout d'annoter un monolithe de 10 000 images. On conseille plutôt de commencer par quelques dizaines, donc des tranches de 10, puis de 100, puis de 200, puis de 500, puis de 1000. Bref, d'avoir des batchs qui à peu près toujours la même durée dans le temps, mais qui soient de plus en plus gros au fur et à mesure que les annotateurs sont accoutumés à la tâche. Donc il y a énormément comme ça de tips qui permettent de faire en sorte que le projet d'annotation se déroule bien. Et un conseil là-dessus, on a fait un webinar dédié au sujet, vous pouvez retrouver sur notre site web en libre accès. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Je vous raconte un petit peu. Donc la notation, j'ai commencé ça quand j'étais chez BNP Paribas, où je m'occupais de leur... j'avais monté l'équipe, leur lab d'IA, et puis je l'ai dirigé pendant quelques années. Et donc, le mandat de l'équipe, c'était de construire des modèles pour traiter la donnée non structurée. Donc le texte, la voix, un peu d'image. On avait énormément de données, il y en a partout dans les systèmes, elles n'étaient pas notées. Donc on avait commencé à construire une ébauche de plateforme d'annotation. Donc c'est quelque chose de vraiment rustique, sans gestion de la qualité, sans API, etc. Mais ça nous a permis de construire nos premiers datasets, donc de construire des modèles extrêmement pertinents, de remplacer un outil de traduction qu'on payait par un outil de traduction interne, de construire une API de processing documentaire. Et très rapidement, l'équipe, elle est passée de 2 personnes à 50 personnes. De 0 use case à plus de 60 use cases en production et plusieurs centaines de use cases identifiés et traités. Et donc, si je vous raconte cette histoire, c'est pour illustrer l'impact qu'a la notation dans les équipes de machine learning. Historiquement, on confiait aux équipes de machine learning des projets sur lesquels la donnée annotée, la donnée existait dans les systèmes, sur lesquels on avait à la fois l'entrée et puis la sortie attendue. La notation, ça permet d'inverser ce paradigme et donc de prendre des projets qui sont non pas des projets sur lesquels on a toute la donnée pour construire un modèle, mais qui sont des projets qui vraiment ont de l'impact pour le business, qui sont stratégiques et sur lesquels on se donne les moyens de construire le dataset nécessaire pour entraîner les modèles. Le futur de la data chez vous, c'est quoi? La data, il y en a partout. Il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont opinion-driven, il y a des entreprises qui sont data-driven. Pour nous, c'est extrêmement important d'être drivé par la donnée, de prendre nos décisions de manière quantitative à tous les niveaux, que ce soit au niveau stratégique, sur le marché, au niveau du produit, en analysant, en comprenant les comportements de nos utilisateurs sur la plateforme, que ce soit au niveau du marketing, pour comprendre les populations de clients que nous pouvons aider, que ce soit au niveau RH, pour faire en sorte de faire progresser au mieux nos collaborateurs. Super, merci Edouard. Merci à vous, merci à toi. Vous venez d'entendre Edouard Archambault, CTO de Kili Technology, dans Data Driven 101. Si vous avez aimé, que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Alexandre Hanbel, Head of Data chez Inarix, pour nous parler de data et de récolte. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.